Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 septembre 2025 et notre nouvel ami, John Kiriakou, est avec nous. Bienvenue John. Merci. Merci Nima. Je suis ravi avec vous. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour toucher un plus large public. John, je voudrais commencer par ce qui s'est passé aux États-Unis. Un événement qui a choqué tant de gens, ce qui est arrivé à Charlie Kirk. On le qualifie d'extrême droite. Mais à mon avis, lorsqu'on critiquait ses opinions, il écoutait. Il essayait de communiquer avec les gens. Exactement. Et tout le monde essayait de le présenter soit comme un extrémiste de gauche, soit comme un extrémiste de droite. Ensuite, Netanyahou est intervenu et a déclaré que ce sont des islamistes qui l'avaient tué. Lorsqu'on lui a demandé si Israël était impliqué, il a répondu non, ce n'était pas Israël. Mais tout cela relève de la spéculation de la part de personnes qui s'intéressent davantage aux questions géopolitiques qu'aux questions intérieures. Chacun se faisait sa propre image de Charlie Kirk, selon son point de vue. Mais quelle est votre compréhension de ce phénomène aux États-Unis? Car après tout, je dirais qu'il a été un personnage très important dans la situation que nous observons aujourd'hui aux États-Unis. Quel est votre avis à ce sujet? Surtout chez les jeunes, et tout particulièrement chez les jeunes conservateurs. Vous savez, ça me fait rire de voir combien de personnes de mon âge, j'ai 61 ans, n'avaient jamais entendu parler de Charlie Kirk. Et je me dis, vraiment, comment est-ce possible? Vous n'avez jamais. Ce type a créé le mouvement de jeunesse pour Donald Trump. Il est issu du mouvement Tea Party, du mouvement anti-impôt, et il a fondé cette organisation, Turning Point USA, où il ciblait les campus universitaires pour promouvoir le message conservateur MAGA de Trump. Il est devenu très très important dans la politique républicaine contemporaine. Ça m'a vraiment étonné. Je l'ai déjà dit et je le répète pour poser un peu le contexte. Je suis probablement en désaccord avec Charlie Kirk sur, je ne sais pas, 90% des sujets, 75% des sujets, je ne sais pas. Mais ce que tu as dit à son sujet est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que j'avais du respect pour ce type, parce qu'il a toujours été intéressé par le dialogue. C'est ce que représentaient ces événements sur les campus. Les gens les voyaient comme provocateurs. Moi, je ne les voyais pas comme provocateurs. Je les voyais comme engageants. Par exemple, il disait quelque chose d'impopulaire auprès des progressistes, mais il voulait engager une discussion, un débat, un dialogue sur le sujet, peu importe lequel, les droits des personnes trans, l'éducation, n'importe quoi. Dans les jours qui ont suivi son assassinat, le Centre d'études de l'extrémisme de l'Université Stanford a publié un sondage. C'est un sondage qui montre des chiffres presque identiques à ceux de 4 autres sondages. Et ces chiffres montrent que 34% des étudiants américains soutiennent la violence contre des personnes dont ils n'aiment pas les opinions. Cela me fait honte d'être américain. Le pays, la Constitution, est fondée sur le pilier de la liberté d'expression. Que nous aimions ou non les opinions des autres, nous devrions être prêts à mourir pour protéger le droit d'exprimer ses opinions. Et voir un tiers des étudiants universitaires dire « Non, je préférerais te tuer plutôt que d'écouter ton point de vue sur un sujet ». Je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses que j'ai entendues de ma vie. Comme vous le savez, le présumé meurtrier a été arrêté soit la nuit dernière, soit ce matin. Il a 22 ans. Il détestait Charlie Kirk. Il correspond parfaitement à ces 34% dont on parle. Et maintenant, la procédure va suivre son cours. Nous verrons ce qui se passera. Oui, exactement. John, pour changer de sujet, parlons de ce qui se passe au Moyen-Orient. Avant toute l'affaire avec Charlie Kirk,
qui a d'une certaine manière éclipsé ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Dans le cas de Charlie Kirk, c'était choquant, mais cela s'est produit après ce qui s'est passé au Moyen-Orient, avec l'attaque contre le Qatar. Le Qatar est l'un des alliés les plus importants, les plus stratégiques des États-Unis au Moyen-Orient, et pourtant, Israël a décidé de les attaquer. Donald Trump, il semble qu'il était au courant. L'administration a déclaré avoir informé les États-Unis avant l'attaque. Que penses-tu de ce qui se passe au Moyen-Orient avec le cas d'Israël? What do you make of what's going on in the Middle East with the case of Israel? There's literally nothing good. Il n'y a littéralement rien de positif que l'on puisse dire à propos de cette décision. Je veux dire, il n'y a rien de bon à dire sur le génocide qui a lieu à Gaza, ou sur le génocide au ralenti et le nettoyage ethnique en cours en Cisjordanie. Je pense que tout le monde a le droit de critiquer, par exemple, le meurtre de civils au Liban ou ailleurs en dehors de Gaza et de la Cisjordanie, même au Yémen. Mais ensuite, les Israéliens ont l'audace inouïe d'attaquer un pays qui n'est pas seulement l'hôte des pourparlers de paix, mais aussi celui de la plus grande base aérienne américaine de la planète. La honte ici, et c'est pourquoi je pense que c'est si dangereux, la honte ici, c'est que Donald Trump n'a rien fait pour protéger les Qataris. Donald Trump did nothing to protect the Qataris. Nothing. At the very Rien. least, Au minimum, il fallait tirer quelques missiles patriotes pour intercepter les roquettes venant des Israéliens. I'd like to ask the Saudi government, Et j'aimerais poser la question au gouvernement saoudien. Où étiez-vous lorsque ces 15 avions de chasse israéliens traversaient votre territoire? why didn't you Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés? scramble jets? Pourquoi n'avez-vous pas fait décoller vos propres avions? Pourquoi n'avez-vous pas essayé de les abattre? Est-ce parce que vous détestez le Qatar à ce point? Preserve the ability to Parce que vous tenez tant à préserver la possibilité de rejoindre les accords d'Abraham? the day that Le jour où les Israéliens ont attaqué le Qatar, j'ai dit sur mon propre podcast que je n'étais pas sûr que la Maison-Blanche comprenne à quel point c'était important. stands just how important. Tous les Arabes nous regardent en se demandant « Que comptez-vous faire à ce sujet ?» N'est-ce pas? Saying, what are you going to do about this? Right? The Qataris have major non-NATO. Les Qataris bénéficient du statut de grand allié non membre de l'OTAN, ce qui signifie qu'ils ne sont pas membres de l'OTAN, mais que comme pour un membre de l'OTAN, nous devons les défendre. Il n'est pas précisé dans l'accord que nous devons les défendre contre l'Iran. L'Iran n'attaquera pas les Qataris. Nous devons les défendre. Or, l'attaque venait des Israéliens. Alors pourquoi ne les avons-nous pas défendus? Aujourd'hui, enfin, dans le Washington Post et le New York Times, on trouve des questions du type « Quel est l'intérêt pour le Qatar d'être un allié des États-Unis si les États-Unis se contentent de rester spectateurs et de les laisser se faire attaquer ?» Si j'étais l'émir Tamim, je réfléchirais très sérieusement à l'avenir de cette alliance. Parce que si je suis le dirigeant de ce pays et que je ne retire rien de ce partenariat, alors je préférerais qu'on me laisse tranquille et que quelqu'un d'autre s'en préoccupe. And let somebody else worry about it. We know that they were Nous savons qu'ils attaquaient la salle de négociation où ils essayaient de négocier, trying to negotiate. et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Don't know what has happened. Pourquoi ont-ils quitté la salle avant l'attaque? The room before the attack. Igor, There's some rumors that a Turkish Il y a des rumeurs selon lesquelles les services de renseignement turcs auraient réussi d'une manière ou d'une autre à les informer. Ou alors c'était un accident. Ils ont eu de la chance. D'accord. Quand on observe le comportement d'Israël, on a vu la même attitude de leur part lorsque les États-Unis négociaient avec les Iraniens et leurs responsables pour essayer d'apporter un peu de raison à ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment concernant le programme nucléaire iranien et tout ce qui s'y rapporte. Et ils ont attaqué l'Iran. Et en ce moment, il me semble, John, que Donald Trump, c'est comme s'ils jouaient leur va-tout. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas, d'une certaine manière, les Israéliens ont réussi à convaincre Donald Trump et son administration de leur faire confiance, de les laisser faire ce qu'ils veulent au Moyen-Orient. Comme l'a dit l'ambassadeur israélien aux États-Unis, ils sont en train de changer le visage du Moyen-Orient. Mais je ne vois pas ce visage changer. Non.
et ce changement leur profiterait à long terme. And the change would benefit them in a long Yeah. run. How do you No, see I that? agree with you. They're killing a lot of people. Comment vois-tu They're cela? not changing the face Je suis of the d'accord Middle avec East. toi. What they're doing Ils tuent is beaucoup de they're gens, turning the mais ils ne West changent pas le into- visage du You know, Moyen-Orient. here in the United Ce States, qu'ils font, c'est retourner l'Occident contre eux. of members of Ici, the aux Democratic États-Unis, Party, une majorité de majority, membres du more Parti than démocrate, 50%, plus de support 50%, Palestinians. soutiennent les It's Palestiniens. now split among Chez les Republicans, républicains, but the l'opinion est Israelis désormais are losing partagée. Mais les Israéliens sont en train de perdre l'électorat américain parce que leur their stratégie strategy is consiste just simplement kill à as tuer many autant de people personnes as que they possibly possible. can. Look what's happening with, Regardez ce qui se passe avec the les Gaza Palestiniens de Palestinians Gaza and et ces these- rumeurs ou rapports these divulgués rumors selon or lesquels leaked les États-Unis reports et le that gouvernement the israélien United States and the discutent Israeli avec les government Albanais, are les talking Malaisiens, to the les Albanians, Indonésiens the pour déplacer tous les Palestiniens ailleurs. Indonesians. C'est la définition juridique même du nettoyage ethnique. That is the actual legal definition of ethnic cleansing. That's a war crime. It's a crime against C'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas faire ça. Chaque fois que Donald Trump dit « Nous avons ce programme merveilleux pour transformer Gaza en un nouveau Monaco. En fait, ce sera encore mieux que Monaco. » C'est un crime de guerre. On ne peut pas faire ça. Et ensuite, la réponse des États-Unis est d'imposer des sanctions à la Cour pénale internationale ou d'imposer des sanctions à l'interlocuteur spécial des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et les réfugiés et à tous les autres. C'est tout simplement inacceptable. Si vous êtes un président des États-Unis qui rêve de remporter le prix Nobel de la paix, vous ne gagnez pas le prix Nobel de la paix en encourageant la guerre et les attaques contre les civils, le meurtre de femmes, d'enfants et de non-combattants, et les nettoyages ethniques tout ça. And the ethnic cleansing of an entire people. That's not how you win the Nobel Peace Prize. Ce n'est pas comme ça qu'on remporte le prix Nobel de la paix. Vous savez, les Israéliens disent tout le temps à quel point ils ont un grand soutien. Mais regardez une carte du monde. Ils n'ont pas un soutien massif. Ils ont le soutien des pays occidentaux, alliés aux États-Unis, mais il y a 144 pays dans le monde qui reconnaissent déjà la Palestine. Vous savez, on agit comme si, lorsqu'on voit des informations selon lesquelles le Canada va reconnaître la Palestine, ou l'Australie, ou l'Irlande, les gens disent « Oh mon Dieu, les Palestiniens vont obtenir la reconnaissance. » Ils l'ont déjà. C'est l'Occident qui arrive en retard. It's the West that's late to the game. And I can't help but to think that Et je ne peux m'empêcher de penser qu'à mesure que ces pays occidentaux tombent comme des dominos et reconnaissent la Palestine, les Israéliens vont très vite se rendre compte qu'ils se retrouvent seuls. Pas vraiment seuls, car ils ont les États-Unis derrière eux, mais seuls au point de ne pas pouvoir accomplir ce changement dans la structure du Moyen-Orient comme ils prétendent que c'est en cours. Je suis d'accord avec toi, Nima. Ce n'est pas en cours. La seule chose qu'ils accomplissent, littéralement la seule chose qu'ils accomplissent, c'est un meurtre à grande échelle. is just wide-scale murder. John, quand tu examines leur attaque contre l'Iran, penses-tu que l'objectif principal de cette attaque était un changement de régime ou était-ce autre chose? Quelle est ta compréhension de cela? I do think it was regime change because Je pense effectivement qu'il s'agissait d'un changement de régime, car les Israéliens tirent profit du chaos, tout comme ils ont profité du chaos entourant la chute de Saddam Hussein, le renversement de Saddam Hussein. Mais si vous êtes un occidental anti-Iran, votre seule conclusion était que le renversement de Saddam Hussein servait les intérêts de l'Iran. Or, la seule raison pour laquelle nous avons renversé Saddam Hussein, c'est parce que les Israéliens ont exigé que nous le fassions. Et je vais ajouter quelque chose. J'ai travaillé longtemps à la CIA et littéralement, à chaque fois que Benjamin Netanyahou venait aux États-Unis pendant des décennies, il demandait à celui qui était président à ce moment-là, « S'il vous plaît, attaquez l'Iran. S'il vous plaît, attaquez l'Iran. S'il vous plaît, attaquez l'Iran. » Please attack Iran, please attack Iran, please attack Iran. And every president said, no, I'm not going to attack Iran. Et chaque président a dit « Non, je ne vais pas attaquer l'Iran simplement parce que vous le voulez. »
jusqu'à Donald Trump. Alors ils peuvent enjoliver la situation, comme on dit, et affirmer « Eh bien, nous l'avons fait uniquement parce que l'Iran représente une menace existentielle pour Israël. Ils ont ce programme nucléaire. Ils vont construire une bombe nucléaire et la lancer sur Israël. » Non. Si j'étais iranien, je dirais qu'Israël est une menace existentielle pour moi et que j'ai besoin d'un programme nucléaire comme moyen de dissuasion, parce que ce sont les Israéliens qui me bombardent. Je n'ai pas bombardé les Israéliens. Ce sont les Israéliens qui possèdent un arsenal de je ne sais combien, 200, 220, peu importe, d'armes nucléaires. C'est quelque chose que la plupart des Américains ne comprennent tout simplement pas. Il y a vraiment deux versions de cette histoire. Et ce ne sont pas les Iraniens qui militent au Moyen-Orient. Puis-je revenir sur quelque chose que vous avez dit il y a un instant à propos de Doha, du bombardement de Doha? Je ne comprends tout simplement pas comment il se fait que des hauts responsables américains ne puissent pas arriver à la conclusion que les actions israéliennes vont rendre la politique étrangère américaine extrêmement difficile. Comme je l'ai dit, si j'étais l'émir Tamim, je serais peut-être assez en colère pour dire « Vous devez quitter cette base aérienne. Ça suffit. Nous vous avons fait venir ici pour nous protéger. Vous ne nous avez pas protégés. Vous devez partir. » J'ai vécu à Bahreïn de 1994 à 1996 et les Qataris nous ont demandé, ils ont dit « Si nous construisons une immense base navale, accepteriez-vous de déménager de Bahreïn au Qatar? » Et nous avons répondu « Non, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes à Bahreïn depuis les années 70 et nous sommes très très proches du gouvernement bahreïni et nous ne pouvons tout simplement pas le faire. » Et ils ont dit « D'accord, que diriez-vous si nous construisions la plus grande base aérienne du monde? » Et nous avons répondu « Ça, on prend. » C'est pour ça que nous sommes là, pas parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Nous pourrions nous déployer partout dans la région si nous le voulions. Mais ce sont les Qataris qui nous ont invités. Et en partie, c'était pour les protéger. Et nous avons échoué à les protéger. Alors, pourquoi les Israéliens ont-ils eu droit à un passe-droit? Parce que, vous savez, si l'Iran avait bombardé le Qatar, ce qui, bien sûr, n'arriverait jamais en 1000 ans, mais si cela devait arriver, les États-Unis auraient lancé des missiles et des avions de chasse sur l'Iran en moins d'une heure. Alors pourquoi ne pas protéger nos amis et alliés contre les Israéliens? Il va falloir qu'il y ait un prix à payer pour cette décision. Je pense que nous vivons une période très importante. Vous savez, les changements qui se produisent au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, pas seulement là-bas, mais aussi en Europe, dans la partie orientale de l'Europe. Que se passe-t-il, John? Nous assistons à la montée des BRICS, au sommet de l'OCS. Regardez la Chine aujourd'hui. Leur armée, leur économie sont tellement puissantes. La guerre en Ukraine a placé la Russie dans une bien meilleure position qu'avant le début du conflit. Et vous voyez les États-Unis. J'observe la politique des États-Unis en Asie de l'Ouest et au Moyen-Orient, qui est si importante pour la sécurité du monde. Oui, pour le monde. C'est le cœur, à mon avis. Et on voit ces décisions stupides de leur part. Vous éliminez seulement 2 ou 3 dirigeants du Hamas. En quoi ça va-t-il changer quoi que ce soit? Vous attaquez le Yémen. En quoi ça va-t-il modifier la politique des Houthis? Vous tuez le Premier ministre du Yémen. Vous savez, je ne trouve aucune réflexion stratégique derrière ce qui se passe. Avec l'administration Trump, j'étais l'une des personnes qui espérait, d'une certaine manière, que la nouvelle administration apporterait un peu d'air frais à la politique des États-Unis, n'est-ce pas? Ce qui n'arrive pas et n'arrivera pas. Non, il n'y a pas de grands penseurs. Marco Rubio ne va pas entrer dans l'histoire comme le grand penseur qui a conceptualisé cette nouvelle politique étrangère américaine. Cela n'arrivera tout simplement pas. Steve Witkoff,
qui est sans doute un homme très sympathique, ne sera pas le grand stratège qui résoudra tous les problèmes que les États-Unis rencontrent au Moyen-Orient. Et en même temps, il y a Benjamin Netanyahou qui sait qu'il bénéficie d'un immense soutien politique aux États-Unis, au Congrès. Il a tellement de soutien bipartisan, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Absolument tout. Et avec l'AIPAC et le lobby israélien aux États-Unis, si vous êtes membre du Congrès et que vous ne suivez pas la ligne israélienne, ils vous opposeront un candidat lors des primaires. Ils dépenseront des millions de dollars et ils vous feront perdre. Et vous ne serez plus au Congrès l'année prochaine. Donc, c'est comme si les gens étaient pris en otage. Notre système politique est pris en otage par ce tout petit pays de colons européens qui ont simplement décidé qu'ils étaient ceux qui avaient des droits sur cette terre parce que Dieu le leur avait dit. Ce n'est tout simplement pas réaliste. C'est pourquoi il n'y aura jamais de paix, je pense, pas si le statu quo ne change pas. Vous avez soulevé un autre point important, et je pense que c'est quelque chose que le gouvernement américain ne comprend vraiment pas, Nima, à savoir l'avènement des pays des BRICS. Je pense que les États-Unis ont d'abord cru que la création des BRICS était une plaisanterie, que ce n'était qu'une alliance de pays parias. Pourtant, ce sont certaines des plus grandes économies du monde. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil. Nous devrions être inquiets, et même très inquiets, à l'idée d'une monnaie unifiée. Si les pays des BRICS créent une monnaie commune comme l'euro, et que les pays producteurs de pétrole, qu'ils soient au Moyen-Orient ou ailleurs, commencent à vendre leur pétrole dans cette monnaie, le dollar est fini, et les États-Unis ne seront plus l'hégémon mondial. Un autre point également, et je suis déçu que les médias traditionnels n'en parlent pas, c'est l'abus et la surutilisation des sanctions. Il y avait une blague à la CIA. On va ajouter des sanctions contre l'Iran. Je me souviens avoir dit un jour, combien de sanctions peut-il encore y avoir? On sanctionne l'Iran depuis 1969. Aujourd'hui, les sanctions n'ont plus de sens. Vous savez, ils disent, eh bien, il y a un Iranien, et c'est Chef NEC Snore. Donc, il ne sera pas autorisé à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. D'accord. Eh bien, il ne veut pas de compte bancaire aux États-Unis. Donc, vos sanctions sont dénuées de sens. Nous en sommes arrivés à un point où il y a tellement de sanctions contre tellement de personnes dans tellement de pays qu'elles n'ont plus aucune importance. Je suis allé en Chine l'année dernière et je voulais acheter quelque chose. Je voulais acheter des souvenirs pour mes enfants. Et personne n'acceptait de carte Visa. Mais ils acceptaient cette chose appelée la carte Octopus. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc auparavant. Alors j'ai demandé à un des commerçants, « Qu'est-ce que c'est, cette carte Octopus que vous acceptez ?» Je ne peux rien acheter avec ma carte Visa. Je dois payer en espèces. Et il m'a dit, oui, la carte Octopus, c'est la carte de crédit chinoise. J'ai demandé, pourquoi n'utilisez-vous pas simplement les cartes Visa? Et il a répondu, ah, parce que chaque transaction Visa passe par New York et nous rend vulnérables aux sanctions américaines. La carte Octopus passe par Shanghai, donc nous nous moquons de ce que pensent les Américains. Et j'ai dit, ah, ça a du sens. Cela montre aussi la faiblesse des États-Unis, car si les Chinois parviennent à attirer d'autres pays, comme ceux des BRICS, dans un système financier basé en Chine, le contrôle américain sur la Banque internationale est terminé. Et c'est là que nous allons. Quand on parle d'Israël, beaucoup de gens affirment qu'il s'agit de personnes très intelligentes, d'organisations très intelligentes dans chaque secteur du gouvernement. Mais si l'on observe le comportement d'Israël jusqu'à présent, dans quelle mesure cette intelligence se reflète-t-elle dans leurs actions? Vous voyez, ils ont échoué en Iran.
Et si ce n'était pas pour les États-Unis et l'attaque que Donald Trump a d'une certaine manière lancée contre l'Iran pour mettre fin au conflit, c'est pour cela qu'il a attaqué l'Iran, à mon avis. Regardez le Yémen. Même Donald Trump a décidé d'aller en mer Rouge, puis de reculer. Et il a dit qu'ils avaient capitulé. Non. Oui. Non, ils ne l'ont pas fait. Mais en ce qui concerne Israël, comment trouvez-vous ces personnes intelligentes qui savent ce qu'elles font? Et comment croient-elles qu'elles vont tirer profit de ces décisions stupides qu'elles prennent, à votre avis? Je pense que politiquement, ils sont intelligents dans leurs actions et objectifs à court terme. Si vous voulez faire élire un candidat pro-israélien, vous mettez $1 million dans la campagne. Vous diffusez des publicités à la télévision. Vous allez faire élire cette personne. Mais à long terme, Israël devient de plus en plus conservateur, de plus en plus militarisé, au point que des criminels condamnés pour des crimes de haine deviennent vos ministres et membres du cabinet les plus importants. Donc, je pense qu'ils se croient très malins parce qu'ils sont doués en politique. Mais c'est tout le contraire en ce qui concerne la politique étrangère israélienne. Ils se sont enfermés dans une situation où même les pays européens les plus pro-israéliens disent « Oh, les Israéliens sont allés trop loin ». Nous devons dire quelque chose aux Nations Unies. Nous devons envoyer un message à l'ambassadeur. Ça suffit. Donc je pense que ce glissement progressif vers la droite n'a en réalité pas été si progressif ces dernières années. Je pense que c'est un virage très marqué vers la droite. Cela aliène beaucoup de gens, surtout en Europe de l'Ouest et parmi les démocrates aux États-Unis. Et les Israéliens approchent d'un point de non-retour, où ils vont se mettre suffisamment de gens à dos pour ne plus pouvoir garantir leur propre sécurité, peu importe combien de personnes ils tuent. Et une autre chose aussi, je suis chrétien orthodoxe grec, pratiquant. L'orthodoxie grecque est l'une des plus anciennes religions du monde. C'est la plus ancienne dénomination du christianisme. Et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que les Israéliens bombardent l'église Saint-Porphyre à Gaza, par exemple, la plus ancienne église en activité continue au monde, où se trouvent 24 femmes et enfants qui s'y sont réfugiés. Les Israéliens bombardent cette église vieille de 1600 ans et tuent tout le monde à l'intérieur. Et je suis censé dire quoi? Que je soutiens Israël? Pas question. C'est un problème aux États-Unis, où il y a des chrétiens évangéliques sionistes et des catholiques conservateurs sionistes qui ignorent le massacre de masse des chrétiens palestiniens. Au nom de quoi? Aider Jésus à revenir à la fin des temps parce que tous les Juifs sont retournés en Israël. Qui sait ce que leur idéologie étrange, vous savez, délirante leur dicte? Mais cela ne peut pas durer. C'est intenable. On arrive à un point où tout va s'effondrer, et les Israéliens sont aveugles à cela. John, ils ont géré un vaste réseau d'espionnage en Iran avant l'attaque. Oui, C'était énorme. Regardez ce qui s'est passé en Iran. C'était assez choquant dans les premières heures de l'attaque contre l'Iran. oui. Comment pensez-vous qu'ils ont réussi cela? Est-ce que tout cela était dû à la situation en Afghanistan? C'était une grande partie. Oui, c'était une grande partie. Vous savez, on me demande tout le temps si je pourrais parler des meilleurs services de renseignement que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. C'est facile à répondre. Mais parmi les pires, il y a le service iranien. Et je ne blâme pas le gouvernement iranien. Ce que je reproche, c'est le fait que l'Occident a tellement isolé l'Iran pendant si longtemps qu'ils n'ont pas ces relations naturelles et de haut niveau avec d'autres services de renseignement qui pourraient les former à des domaines comme le contre-espionnage, ce qui est un très gros problème pour le gouvernement iranien en ce moment.
which is a very big problem for the Iranian government right now. The government is completely infiltrated by Le gouvernement est complètement infiltré par des espions. Non pas parce que ces espions éprouvent un quelconque attachement envers Israël, mais parce qu'ils ont besoin d'argent. Et l'argent est toujours le plus grand moteur pour convaincre les gens de commettre des actes d'espionnage. Eh bien, si vous êtes un réfugié afghan qui n'a ni argent, ni domicile, ni soins médicaux, ni aucun moyen d'améliorer sa vie, et que vous n'avez aucun statut officiel en Iran, et qu'un agent du Mossad vient vous voir en disant « Hey, je te donnerai $100 par mois si tu me dis à quelle heure ce scientifique qui habite dans cet immeuble part chaque jour, à quelle heure il rentre chaque jour, et quel itinéraire il emprunte en sortant. » Ce sont des renseignements très importants. That's very important intelligence, and it only cost $100. Et cela n'a coûté que $100. Les Israéliens ont donc été très habiles à exploiter des personnes pauvres et désespérées pour agir contre le gouvernement iranien, même si ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles agissent contre le gouvernement iranien, même si elles n'ont pas l'intention de le faire. C'est à quel point les Israéliens sont cyniques. Les Iraniens doivent collaborer avec les Russes, les Chinois et d'autres sur le contre-espionnage. Ils doivent renforcer le contrôle de la circulation de l'information en Iran. Il y a eu un autre incident dont nous avons eu connaissance après le bombardement israélien de l'Iran. Vous savez, les Israéliens mènent depuis des années un programme actif visant à tuer des scientifiques iraniens. Et donc nous avons appris, après le bombardement le plus récent, que les scientifiques n'étaient pas autorisés à porter des téléphones portables. Excellente idée. Mais leurs gardes du corps, eux, en avaient. Ainsi, au lieu de cibler le scientifique, on cible simplement le garde du corps, ou la femme, ou la fille. Les Israéliens, je l'ai dit hier soir lors d'un discours ici à Washington, les Israéliens, s'ils veulent cibler une personne et pensent que cette personne se trouve dans un immeuble, ils feront exploser tout le pâté de maison et tueront 1 millier de personnes s'ils pensent qu'ils vont attraper ce scientifique. Alors, ne sous-estimez pas la brutalité du Mossad israélien. Protégez-vous et vous vous protégez grâce à de bonnes méthodes de contre-espionnage. Protect yourself, and you protect yourself through good tradecraft. Carrying a cell phone is very bad tradecraft. Porter un téléphone portable est une très mauvaise pratique en matière de renseignement. Ce n'est qu'un exemple. Ne pas être capable de s'occuper des réfugiés est également une mauvaise pratique, car cela offre une opportunité au Mossad israélien d'intervenir et d'exploiter les réfugiés. Le gouvernement iranien, bien sûr, n'a pas les moyens financiers de gérer tous ces réfugiés. Peut-être est-ce un sujet à aborder avec les Chinois. Les Chinois ont beaucoup d'argent. Peut-être pourriez-vous collaborer avec les services de renseignement chinois pour obtenir des conseils sur la manière de renforcer la contre-ingérence afin que les Israéliens ne puissent pas infiltrer le gouvernement à leur guise et ensuite éliminer les personnes les plus importantes pour le gouvernement. C'est un long chemin. Cela prendra 20 ans, mais il faut commencer dès maintenant. Pensez-vous qu'Israël va attaquer de nouveau? Vont-ils attaquer l'Iran? Ils ont dit qu'ils allaient attaquer le Qatar. Du moins, c'est ce que nous avons compris, d'après les réactions, d'après leurs propos, après l'attaque contre le Qatar. Ils ont dit: nous allons aller chercher ces gens partout, peu importe le pays. Nous allons les attaquer. J'ai participé à une émission il y a quelques jours où j'ai débattu avec l'ancien porte-parole de l'armée israélienne. Et il est impossible de débattre avec des responsables israéliens, qu'ils soient actuels ou anciens. Ils ne vous laissent pas parler. Ils enchaînent mensonge sur mensonge sur mensonge. Ils vous accusent d'être un terroriste ou de soutenir le terrorisme. Finalement, j'ai dû dire à ce type: je mets ma carrière en jeu face à la vôtre n'importe quel jour de la semaine. Et j'ai dit, la première chose que j'ai dite, c'est: absolument tout ce que vous avez dit dans votre déclaration d'ouverture était un mensonge.
Les frères musulmans n'ont jamais été classés comme organisation terroriste. Jamais. Par personne. On peut ne pas aimer la politique de quelqu'un. You can dislike somebody's politics, that doesn't make them a terrorist organization, as one example. Cela ne fait pas d'eux une organisation terroriste. C'est un exemple. Donc l'une des choses dans lesquelles les Israéliens excellent vraiment, c'est d'être tellement incendiaires. Et je le pense surtout aux États-Unis. Leur rhétorique est tellement incendiaire qu'ils font de toute remise en question de la politique israélienne un acte d'antisémitisme. Je vais vous donner un exemple. Ma compagne et moi, ma compagne est une femme irano-américaine, sommes allés rendre visite à des amis à nous dans la Virginie rurale, ici aux États-Unis. Le mari est irako-américain, la femme est irano-américaine. Et nous avons décidé de nous arrêter pour déjeuner dans ce tout petit village, juste une petite pizzeria. Just a little pizza restaurant. And so she and I are sitting in a booth. Donc elle et moi étions assis dans une banquette et derrière moi se trouvaient deux Américains campagnards. Gros, sans dents, vous voyez le genre, juste des campagnards obèses. Et je lui ai dit, « Tu penses vraiment que les Israéliens vont bombarder l'Iran à nouveau? J'espère que non, parce que ça ne fera qu'empirer. » Et ce gros type, juste derrière moi, s'est retourné et a dit, « Est-ce que tu soutiens le génocide du peuple israélien? » Je me suis retourné, et d'habitude je ne réponds jamais à des idiots comme ça. Mais là je n'ai pas pu m'en empêcher, j'étais tellement en colère. Je me suis retourné et j'ai dit, ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Ça a dégénéré tellement vite qu'on a dû se lever de table pour se battre. Et le propriétaire du restaurant est venu et l'a mis dehors. Mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés aux États-Unis. La plupart des Américains sont tellement stupides, ou tellement mal informés, ou tellement désinformés, ou tellement sensibles à la propagande israélienne qu'ils croient simplement ce qu'on leur dit de croire. Ils n'analysent pas ces questions de manière critique. Israël est bon, la Palestine est mauvaise. Israël aime les chrétiens. La Palestine déteste les chrétiens, malgré le fait que 10% des Palestiniens sont chrétiens, dont la plupart vivent aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est contre cela que nous luttons. Les Israéliens ont été tellement efficaces, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, pour endoctriner la population qu'il faudra des décennies pour inverser cette tendance. Et cela demandera beaucoup d'argent. To roll that back, and it's going to take a lot of money. Je pense, John, que tu as mentionné avoir travaillé avec, tu sais, le Mossad, tu sais, Israël. Comment ça fonctionne? Penses-tu qu'il existe une alternative en Israël pour remplacer le gouvernement, le Premier ministre actuel d'Israël, qui apporterait un certain changement? Parce que nous avons entendu Naftali Bennett exprimer le même genre d'état d'esprit. Qui est l'alternative en Israël? Qui va faire la paix? Qui va changer la direction en Israël? Je ne pense pas que la paix soit possible, et je vais vous expliquer pourquoi. Le Parti travailliste en Israël, pour ainsi dire, n'existe plus. Il a dirigé Israël pendant des décennies et maintenant, il n'a plus que 5 ou 6 membres à la Knesset. À partir de la toute fin des années 1980, Israël a connu un afflux massif de Juifs venus de Russie et d'Ukraine. Et ces Juifs avaient tendance à être beaucoup plus conservateurs que les générations précédentes de Juifs qui étaient venus en Israël après la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne pense pas qu'il y ait de voie pour la paix en Israël. S'il y en a, elles sont réduites au silence. Je pense que si l'on peut dire, du moins dans le gouvernement israélien actuel, et je vais sourire en le disant parce que cela paraît tellement ridicule. Mais Benjamin Netanyahou est probablement le membre le plus libéral du gouvernement israélien actuel. Voilà à quel point ce gouvernement en Israël est outrageusement de droite, dangereusement de droite, quand Benjamin Netanyahou est le plus à gauche.
Et l'autre chose aussi, c'est que supposons que l'opinion publique change vraiment. Supposons qu'un miracle se produise et que les États-Unis décident de ne plus soutenir Israël, qu'ils coupent l'aide à Israël, qu'ils coupent l'aide militaire à Israël, et que l'Europe de l'Ouest coupe aussi l'aide militaire à Israël. Les Israéliens ne vont pas simplement abandonner et partir. Ils ne vont pas se laisser couler et disparaître. Ils possèdent plus de 200 armes nucléaires et ils ont dit qu'ils s'en serviraient. Donc, je ne suis en aucun cas optimiste quant à la paix. Je ne pense pas qu'il existe actuellement une personnalité politique israélienne qui soit sérieuse à propos de la paix. Comme nous le savons, en Syrie, la situation est bien plus compliquée que ce que nous pensions auparavant, car il semble qu'Israël et la Turquie se battent l'un contre l'autre en Syrie de façon très intense. Et d'une certaine manière, les États-Unis sont là, essayant de gérer les choses, essayant de soutenir davantage Israël. Mais je ne serais pas surpris, John, après ce qui s'est passé au Qatar. Je ne serais pas surpris si demain je me réveille et que je vois Israël et la Turquie s'attaquer mutuellement. Il n'y a plus rien qui puisse me choquer au Moyen-Orient, car tout ce qui aurait pu me surprendre auparavant est déjà arrivé. Et quelle position cela mettrait-il les États-Unis? Parce que la Turquie est un pays membre de l'OTAN. Et si la Turquie invoque, le mot m'échappe, l'article 5 du traité de l'OTAN, toute l'OTAN devrait intervenir. Merci, l'article 5 du traité. Chaque pays de l'OTAN devrait venir au secours de la Turquie contre Israël. Mais tu as raison, et tu soulèves un point important ici, Nima, où pendant un moment, il y a eu une coopération très étroite en Syrie entre les États-Unis, Israël et la Turquie. Maintenant, ils l'ont tous fait pour des raisons différentes. Les Israéliens voulaient la chute d'Assad. Les Turcs voulaient une sorte de victoire sur les Kurdes. Et les États-Unis, je ne sais même pas ce qu'on voulait. Il est impossible de comprendre quelle est la politique d'un jour à l'autre. Ils détestaient Assad, mais Assad était en réalité la seule chose qui protégeait la communauté chrétienne en Syrie. Donc, que l'on apprécie sa politique ou non, à mon avis, Assad représentait une force de stabilité. Et puis il est parti. En l'espace d'1 ou 2 semaines, il a simplement disparu. Alors, que se passe-t-il maintenant? Les Turcs ont obtenu ce qu'ils voulaient concernant les Kurdes, et ce qui équivaut en fait à une zone tampon de facto le long de la frontière. Les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient en choisissant pratiquement le nouveau dirigeant du gouvernement syrien, en levant immédiatement les sanctions, puis en le gratifiant d'une visite de haut niveau du département d'État, et les Syriens dansent dans les rues. Mais les Israéliens bombardent la Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Vous ne vouliez pas d'Assad, alors que de nombreux experts disaient « Écoutez, mieux vaut le diable que vous connaissez que celui que vous ne connaissez pas. » Et ils savaient qu'ils pouvaient contenir Assad. Ils le savaient. Alors pourquoi prendre le risque et parier que quelqu'un qui était membre d'Al-Qaïda et cofondateur de l'État islamique allait devenir le nouveau dirigeant du pays? Est-ce que les Israéliens ne s'attendaient pas à ce que Donald Trump décide un jour? J'aime bien ce nouveau type. Je vais lever les sanctions. Je vais le reconnaître. Je peux travailler avec lui. Les Israéliens ont dû se dire « Quoi? Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. » Mais les Israéliens en étaient responsables. Ils connaissaient Assad. Ils le connaissaient depuis des décennies. Ils savaient qu'ils pouvaient le contenir. Alors pourquoi l'avoir poussé dehors? Je pense qu'il y a beaucoup de décisions à prendre pour les États-Unis concernant le Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne, parce que on peut supposer ce qui s'est passé jusqu'à présent au Moyen-Orient, avec les changements.
Je pense que la Russie et la Chine, c'est une énorme opportunité pour la Russie et la Chine de venir et de nouer des liens avec ces États arabes. Souvenez-vous de ce que la Chine et la Russie ont fait en coulisses avec l'Iran et l'Arabie saoudite. En coulisses, ils les ont préparés, ils ont discuté ensemble. Il y a eu un rapprochement entre les deux pays. Ce qui était, je ne sais pas si les États-Unis, John, en ce qui concerne les États-Unis, penses-tu qu'il y a un establishment qui dirige tout cela? Penses-tu que le président des États-Unis a un rôle à jouer là-dedans? Parce qu'après tout, si on y réfléchit, il n'y a pas de différence entre l'administration Biden et l'administration Trump. Biden administration and the Trump administration. None. None whatsoever. And you know, I've Aucune, told this- absolument I've said this aucune. many times before. Et vous savez, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises lors d'interviews, mais quand George W. Bush était président, on disait tout le temps à la CIA qu'on n'avait jamais vu une administration travailler aussi dur pour ne pas parler à nos ennemis. À quoi sert le département d'État si on ne leur permet pas de parler à qui que ce soit? Et donc, Donald Trump, aussi peu que je l'appréciais, quand il a ouvert des discussions avec les Nord-Coréens, on a célébré, enfin on va commencer à parler à nos adversaires. Nous devrions parler aux Nord-Coréens, aux Iraniens, aux Russes, aux Chinois, aux Cubains. The Iranians, the Russians, the Chinese, the Cubans. We should be talking to all these countries. That's what diplomats do. Nous devrions parler à tous ces pays. C'est ce que font les diplomates. Ils discutent. Mais nous, non. Eh bien, en coulisses, les Russes le faisaient. Les Chinois aussi. Et voilà que les Saoudiens et les Iraniens normalisent leurs relations. Les Bahreïnis et les Iraniens normalisent leurs relations. Ça, c'est de la diplomatie. Et si vous voulez être l'hégémon et le pays qui dicte les règles, il faut s'engager dans la diplomatie, car les deux parties doivent pouvoir montrer qu'elles ont gagné quelque chose. Et les États-Unis ne font pas cela. Nous disons, vous faites ceci, sinon sanctions, voire bombardement. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du défaitisme. That's not diplomacy. That's defeatism. And so you're right, and this is an important point that you Donc, make. vous avez raison, et c'est un point important que vous soulevez. Peu importe qui est à la Maison-Blanche, que ce soit un démocrate comme Joe Biden ou un républicain comme George W. Bush ou Donald Trump. Cela n'a tout simplement pas d'importance. Nous voulons que chaque pays fasse exactement ce que nous leur disons de faire. Et s'ils n'aiment pas ça, sanctions. Eh bien, nous avons atteint le point de bascule où ils disent, vous savez quoi, vos sanctions, ça ne nous intéresse plus. Et si j'étais le Qatar, je serais au téléphone avec la Maison-Blanche en disant, ne refaites jamais ça. Soit vous nous protégez, soit vous partez. Donc, nous verrons ce qui va se passer. See where that goes. I think, John, Je pense, John, qu'en ce qui concerne le Moyen-Orient, les États-Unis doivent au moins prendre en compte deux pays importants, la Turquie et l'Iran. Turkey and Iran. Sans aucun doute. And we have other players in the Middle East. Et il y a d'autres acteurs au Moyen-Orient, mais ce sont deux acteurs majeurs. Pensez-vous que les États-Unis soient capables de changer la façon dont ils perçoivent ces deux pays? Je considère la Turquie comme faisant partie de... Eh bien, vous avez mentionné que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais lorsqu'il s'agit d'armes, vous vous souvenez que les États-Unis ont dit « Je ne vais pas les vendre ». No, yeah, that's Oui, c'est ça, c'est ça. Ils doivent aller les acheter en Russie. You know what, Nima? The only reason Turkey is still a part of Tu sais quoi, Nima? La seule raison pour laquelle la Turquie fait encore partie de l'OTAN, c'est que lorsque la charte de l'OTAN a été rédigée en 1947, il ne leur est jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient devoir exclure un pays. Il n'existe donc aucune disposition dans la charte permettant d'exclure un pays. Donc, à moins que la Turquie ne se retire de l'OTAN, comme l'ont fait les Français dans les années 70, le reste de l'OTAN doit composer avec elle. C'est tout. Ils sont dans l'OTAN. Mais tu as tout à fait raison. La Turquie est une puissance régionale. L'Iran est une puissance régionale. Donc ce que les États-Unis devraient vraiment faire, c'est s'appuyer sur la diplomatie turque. Peut-être que la Turquie devrait jouer le rôle d'intermédiaire, non? Elle en a la capacité. Elle est bien placée. Elle dispose d'une armée gigantesque. they're well placed
They have a gigantic military. They have a strong enough economy. And they live Ils ont une in that économie neighborhood. suffisamment forte. So, yeah, Et ils why vivent là, dans ce are we not quartier, counting n'est-ce on pas? on this NATO Alors ally? oui, pourquoi ne comptons-nous pas sur cet allié de l'OTAN pour nous aider à dialoguer avec l'Iran, avec les Palestiniens ou avec d'autres? Et puis en plus de tout cela, nous commettons des erreurs très stupides et inutiles. Il y a une citation célèbre de Gamal Abdel Nasser, l'ancien président de l'Égypte. Je l'avais d'ailleurs accrochée au-dessus de mon bureau à la CIA. Et j'ai fait des recherches, donc je sais qu'elle est authentique. J'ai retrouvé le discours original, et il a dit ceci. Ce qu'il y a avec vous, les Américains, c'est que vous ne prenez jamais de décisions franchement stupides. Vous ne prenez que des décisions compliquées et stupides, ce qui nous pousse à nous demander s'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe. Et c'est tellement vrai. Il vient de décrire la politique étrangère américaine. Alors pourquoi ne comptons-nous pas sur les Turcs? Pourquoi ne disons-nous pas aux Israéliens? Attendez une minute, vous ne pouvez pas bombarder l'Iran. Nous sommes en train de négocier avec l'Iran en ce moment. Laissez-nous gérer les Iraniens. Nous allons essayer de négocier quelque chose. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Nous avons simplement dit, « Oh, Netanyahou veut bombarder l'Iran? D'accord, très bien. Oh, les bombes n'ont pas fait assez de dégâts? D'accord, nous allons bombarder l'Iran aussi. » Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas de la politique étrangère. What is that? That's not foreign policy. It's amazing. What, yeah. C'est incroyable. Quand je réfléchissais à l'attaque israélienne contre l'Iran et à toute cette mentalité de changement de régime, je pensais que cela pourrait d'une certaine manière servir à convaincre l'administration Trump. Mais lorsqu'il s'agit de l'attaque contre le Yémen, le Premier ministre ainsi que tout le cabinet ont été assassinés. Et ces gens-là, si on regarde le Yémen aujourd'hui, ces personnes n'ont en réalité rien à voir. Enfin, on ne peut pas dire rien à voir, mais ils ne sont pas vraiment liés aux outils. Non, pas du tout. Faire souffrir les Houthis en attaquant le gouvernement au Yémen n'a aucun sens. I'll tell you something funny. Je vais vous raconter quelque chose de drôle. Je suis allé au Yémen 5 fois. La première fois que j'y suis allé, il y avait 2 Yémen, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen. Puis j'y suis retourné juste après l'unification. Les gens dansaient littéralement dans les rues parce qu'ils s'étaient réunis et unifiés en un seul Yémen. La 3e fois que j'y suis allé, les choses n'allaient pas très bien. La 4e fois, ils se tiraient des missiles Scud les uns sur les autres. La 5e fois, c'était tellement dangereux qu'un convoi blindé a dû m'emmener de l'aéroport à l'hôtel, puis à l'ambassade, et enfin de retour à l'aéroport. Mais tu as raison, les Houthis sont une minorité au Yémen. Ah, je sais pourquoi je te racontais ça. Donc, la dernière fois que j'y suis allé, je suis arrivé à Sanaa depuis Djibouti, un petit vol de 5 minutes depuis Djibouti. J'étais dans un taxi. Je n'étais pas censé y être. On est censé ne prendre que des voitures blindées. Mais j'aime le Yémen et je parle arabe. Je voulais aller au souk et simplement me promener. Alors j'ai demandé au chauffeur de taxi. Alors, comment ça se passe avec les Houthis? Et il m'a répondu, oh, on se bat contre les Houthis tous les jours. Mais les Saoudiens nous aident avec leurs drones. Ils bombardent les Houthis tout le temps. Et j'ai dit, les Saoudiens n'ont pas de drones. Et puis j'ai pensé, oh mon Dieu, nous avons des drones à Djibouti. Et là, je me suis arrêté de parler. Je suis donc rentré. À l'époque, je travaillais pour la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et j'ai dit à John Kerry, qui en était le président, « Saviez-vous que nous bombardons le Yémen avec des drones? Il n'y a pas eu de vote du Congrès pour nous autoriser à bombarder le Yémen. » Et il a répondu, « Oui, c'est quelque chose qui dépasse votre niveau de responsabilité. » Ne parle pas de ça. C'est la politique étrangère américaine.
Mais je vais te dire, j'ai des amis qui sont actuellement à la Maison-Blanche sous Trump, et la façon dont ils expliquent la politique de l'administration envers le Yémen me fait un peu rire. Tu as mentionné qu'ils étaient parvenus à un accord avec les Houthis et avaient déclaré la victoire, n'est-ce pas? En fait, ils étaient juste en colère parce que les Houthis avaient tiré des roquettes ou envoyé des drones pour lancer des roquettes sur des navires militaires américains. Mais comment ne pas voir que c'est un navire militaire américain? Il est tout peint en gris, entièrement couvert de roquettes, de missiles et de canons, et il y a le drapeau américain qui flotte dessus. Donc l'accord était, vous arrêtez d'attaquer nos navires et nous arrêtons de vous bombarder. Les Israéliens furent parce qu'ils voulaient que nous bombardions un Amber Houthi à chaque occasion. Nous n'avons pas de conflit avec les Houthis. Nous n'avons tout simplement pas de conflit. Vous savez, c'est drôle. La première fois que je suis allé au Yémen, j'ai rencontré l'ambassadeur américain. C'était un homme charmant, un diplomate. Il est décédé il y a de nombreuses années maintenant. Mais je lui ai dit, « Monsieur l'ambassadeur, j'ai une question. C'est une vraie question, pas une question rhétorique. Quels intérêts nationaux avons-nous au Yémen ?» Et il a répondu comme ça, « Aucun. Nous n'avons aucun intérêt national ici. » Et vous savez quoi? Même toutes ces années plus tard, c'était en 1990 quand j'ai posé cette question, même toutes ces années plus tard, à part la sécurité du Bab el-Mandeb, nous n'avons pas d'intérêt national au Yémen. Ce que nous devrions faire, c'est creuser des puits d'eau, les aider à construire des routes ou des hôpitaux, moderniser le réseau électrique, mais ce n'arrive jamais. John, John, je pense qu'avec la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, on peut dire que les grandes guerres ne peuvent plus être la principale politique à Washington à cause du conflit en Ukraine. On ne peut pas se le permettre. On va en Ukraine, on amène tout le monde là-bas, on essaye de tout mettre là-bas. Et au final, on n'arrive pas à fournir, on n'arrive pas à produire comme la Russie produit des armes. C'est pour ça qu'on échoue. C'est vrai, ils ont tout fait. Les Ukrainiens, je pense qu'au final, il faut voir l'Ukraine, ils se sont tellement bien battus. Ils ont tout fait pour vaincre la Russie. Ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés. Oui, on va en Chine, c'est pareil. Je pense que, d'une certaine manière, penses-tu que la politique à Washington et en Occident est en train de passer des nouvelles guerres à de nouveaux coups d'État, de nouveaux... Probablement. Bien sûr. Mais c'est très très dangereux, parce qu'on ne sait jamais à quoi ça ressemblera à la fin. Et c'est un problème que j'ai toujours eu avec la politique étrangère américaine. Je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais au 7e étage de la CIA. J'étais l'assistant exécutif du directeur adjoint des opérations de la CIA. Il est facile d'envahir un pays. C'est facile. Il est facile de renverser un gouvernement, mais il est très, très difficile de s'en retirer. Et donc, en conséquence, prenez simplement l'exemple de l'Irak. Nous avons tué 1 million d'Irakiens, dont la plupart étaient des civils. Nous avons perdu 5000 soldats américains. Est-ce que cela en valait vraiment la peine? Pourquoi? Pour le chaos anti-américain que nous avons laissé derrière nous. Est-ce que ça en valait la peine? Nous n'avons rien à en retirer. Et c'est vraiment la politique américaine. Nous avons toujours une idée de la façon dont nous voulons attaquer un pays, mais jamais la moindre idée de comment en sortir ou de ce à quoi ressemble la victoire. Donc, je suis d'accord avec vous. Les révolutions de couleur sont probablement moins coûteuses que de dépenser 500 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine. Mais malgré tout, à quoi cela ressemble-t-il au final? Si l'on se fie au passé, cela ne ressemble à rien qui profite aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du comportement de la Chine. Mon Dieu, ils achètent des alliés, ils achètent des partenaires, ils se font de nouveaux amis, ils font tout.
They're Yes. doing everything. The and we Chinese, see it. this is a master class in diplomacy. C'est une véritable leçon de diplomatie que les Chinois donnent au monde. Les Chinois n'ont qu'une seule base militaire à l'étranger. J'y suis allé parce qu'ils la partagent avec nous. Elle s'appelait autrefois Camp Lemonnier à Djibouti. Il y a une clôture qui la divise en deux. D'un côté les Chinois, de l'autre les Américains. Nous avons 191 bases militaires dans 144 pays. Alors pourquoi les Chinois ont-ils un train à grande vitesse de 480 km/h? Pourquoi les Chinois ont-ils de meilleures routes? Pourquoi les Chinois ont-ils de plus beaux aéroports? Pourquoi les Chinois ont-ils la mainmise sur le transport maritime mondial? C'est parce que nous dépensons tout notre argent dans les armes. Donc tu as raison. Les Chinois savent comment faire et comment gagner. Et nous devrions prendre exemple sur eux. Ce fut un grand plaisir, John, de discuter avec toi. Le plaisir était pour moi. Je suis vraiment ravi que nous ayons pu nous rencontrer. It's a great J'attendais ce moment depuis longtemps. Pleasure was mine. I'm so glad we got the chance to meet. I've been looking forward to this for a long time. I'm gonna contact you. Je vais vous contacter. Nous allons continuer ce genre de discussion. Fantastique. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de vous. Vous avez beaucoup de connaissances sur le Moyen-Orient et sur ce qui s'y passe. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'Asie de l'Ouest et l'énorme problème géopolitique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, c'est bien le cas. It is. May I shamelessly plug Puis-je sans honte faire la promotion de mes deux podcasts? J'ai un podcast quotidien qui s'appelle Deep Program. Il est disponible sur YouTube et Rumble, Deep Program, avec Ted Rall et John Kiriakou. Et puis j'en ai un autre qui examine un peu plus en profondeur exactement ces questions, intitulé Deep Focus, avec John Kiriakou. Alors merci beaucoup. John Kiriakou. So thank you very much. John, tu peux m'envoyer les liens. Je vais les mettre dans la description de cette vidéo. Fantastique, merci, oui. Thank you. Grand plaisir, John. Thanks for Merci de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir. Bye.